Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo qui n'est pas habituelle. Nous allons commencer une série de vidéos pour parler d'un problème qui est crucial dans ce monde. Il s'agit d'un problème concernant le peuple d'Israël et le peuple palestinien. Dernièrement encore, une actualité a fait un tollé dans le monde. Les Palestiniens ont surpris, certains Palestiniens ont surpris certains peuples d'Israël. Il y a eu des massacres, il y a eu des morts. Et Israël a riposté en causant aussi des morts, en causant des pleurs de l'autre côté, c'est-à-dire du côté palestinien. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui est en train de se produire, ce qui est en train de se passer, il faut rentrer dans l'histoire pour comprendre. Il faut rentrer dans l'histoire pour comprendre que ce sont des peuples, parfois qui ont coexisté. Et il y a certains qui n'étaient pas là, qui n'existaient pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui sont de passage sur cette chaîne, je suis Job Kamden, je suis enseignant de formation et officier de profession. Actuellement, je suis dans un projet entrepreneurial. Je suis dans un projet entrepreneurial à l'est du Cameroun. Et aujourd'hui, je commence une série de vidéos sur le peuple d'Israël, sur Israël et l'impact de la France. Quelle est la participation de la France dans le problème israélo-palestinien? Mais ce n'est pas sur ça qu'on va s'arrêter. Nous allons commencer immédiatement. Il y a deux notions qu'il faut absolument connaître: le sionisme et l'antisémitisme. Bon, ça en ce qui concerne le problème israélo-palestinien. Bon, on va voir plusieurs définitions, on aura plusieurs définitions du sionisme, mais il faut comprendre que l'antisémitisme, c'est un peu cette volonté de vouloir nuire les juifs partout dans le monde. C'est-à-dire ces personnes qui, sans ces politiques et techniques qui ont été utilisées dans le temps, à des époques bien précises, pour déranger, pour nuire, pour torturer, pour mettre mal à l'aise le peuple d'Israël, c'est-à-dire les juifs, partout dans le monde. C'est ça l'antisémitisme. Or, le sionisme, c'est plutôt une doctrine, ou encore un mouvement politique, un mouvement national politique des juifs qui vise à la création, qui visait au départ à la création de l'État d'Israël ou d'un foyer juif en Palestine. Ou encore, on peut voir aussi que le sionisme est un mouvement politique laïque et religieux. Je précise bien laïque et religieux, parce que aujourd'hui, le sionisme ne se limite plus uniquement à la religion juive, mais il y a aussi c'est en fait un mouvement plus laïque que religieux et beaucoup plus politique. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour la sécurité, pour la sécurisation du peuple d'Israël. Voyons un peu. On va voir un peu. Le sionisme peut aussi être considéré comme une idéologie politique nationaliste fondée sur un sentiment national juif apparu au XIXe siècle et qui entend permettre aux juifs d'avoir un foyer ou un État en Israël. Ça, c'était une définition avant. Mais aujourd'hui, par exemple, l'État d'Israël existe depuis 1948. Donc, cette définition n'est plus très valable. Le sionisme est une doctrine. On peut encore donner une autre définition du sionisme. C'est une doctrine et un mouvement politique dans le but de la construction, de la consolidation, de la défense d'un État juif en Palestine, près de Jérusalem. Voilà une définition qui marche bien aujourd'hui.
je dis bien, je reprends, le sionisme est une doctrine et un mouvement politique dans le but de la construction, de la consolidation et de la défense d'un État juif en Palestine, près de Jérusalem. Voilà une définition qui marche aujourd'hui en fait en ce qui concerne le sionisme. Nous allons continuer. Le mouvement est appelé en référence à la colline de Sion. À la colline de Sion de Jérusalem, où fut dans l'Antiquité érigée la citadelle de David. Bon, voyons un peu. Ça vient d'où? Le sionisme. Donc, ce sont des personnes qui s'organisent. Mouvement politique. C'est une doctrine. C'est un mouvement politique. Bon, voyons par exemple maintenant les origines du sionisme. Le fondateur du sionisme est Theodor Herzl, homme politique juif hongrois et journaliste de 1860 à 1904. En réponse à l'antisémitisme présent dans l'Europe, l'affaire Dreyfus en France, pogroms en Russie, il publie un manifeste fondateur du sionisme intitulé Der Judenstaat versus eine moderne Lösung der Judenfrage. L'État juif, recherche d'une réponse moderne à la question juive en 1896. Donc voilà, déjà en 1896, ce journaliste est déjà en train de penser à la création d'un État juif en Palestine. Il pense déjà à la création d'un État juif d'abord tout court. Donc je précise bien que il écrit un manifeste, l'État juif, recherche d'une réponse moderne à la question juive, où il expose sa thèse sur la création, sur la nécessité de la création d'un État juif. Donc voilà ce que ce journaliste hongrois. Donc en 1897, un an après, un congrès réuni à Bâle, en Suisse, sous la présence de Herzl lui-même, donne naissance au mouvement sioniste. Donc il va créer le sionisme en 1897, un an après avoir sorti une thèse sur la nécessité de la création d'un État juif en Palestine. Un an plus tard, une banque coloniale juive est créée, laquelle aboutira en 1901 à l'achat des terres en Palestine, région autrefois occupée pour les populations juives, par les populations juives. Donc vous voyez par exemple que, et maintenant, dès 1882, des étudiants juifs de Russie, les Allemands de Sion, avaient cependant amorcé les premières formes de colonisation. Ils avaient organisé les premières formes de colonisation. Ce n'est qu'en 1917 que les sionistes purent marquer des points au plan politique avec la déclaration de Balfour, ministre britannique des Affaires étrangères, qui accepte au nom du Royaume-Uni la création d'un foyer juif en Palestine. Il commence par la création d'un foyer juif. Je précise donc que jusqu'en 1917, jusqu'en 1900, la Palestine n'existe pas en tant que pays. Israël n'existe pas en tant que pays. On a ce qu'on appelle le Grand Empire ottoman. Et
L'Empire ottoman est un empire qui a vécu du XIIIe siècle jusqu'au XXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle. Je précise bien, l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, on va parler de l'Empire ottoman bien après, de façon précise, c'est-à-dire à part, pour que vous puissiez comprendre que il y a eu une dislocation. Je vais parler de l'Empire, je vais prendre du temps pour parler de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, c'est un très grand empire qui comptait certains pays de l'Afrique du Nord. Comme l'Algérie, comme la Tunisie, comme l'Égypte, comme la Libye. Mais par exemple, le Maroc ne faisait pas partie des pays. Et puis maintenant, en Asie, on aura certains pays, aussi en Europe. Et vous devez savoir que le fief même de l'Empire ottoman, c'était la Turquie. Laissons ça, on va revenir là-dessus de façon particulière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Israël, la Palestine et tout ça comme ça faisaient partie d'un grand empire, d'un très grand empire qu'on appelait l'Empire ottoman, qui est aujourd'hui l'Empire turc, qui est aujourd'hui, par exemple, le pays, la République turque, la Turquie. Et la Turquie est partagée aujourd'hui entre l'Asie et l'Europe. Donc, nous, on va continuer avec la création avec tout ça. Mais vous devez comprendre le fond. Parce que mon souhait, c'est qu'à la fin, vous puissiez comprendre d'où vient ce conflit entre Israël et la Palestine. Comment est-ce que les Israéliens sont préparés à la création d'un État. Vous avez vu pour un début, si on peut résumer ce que je viens de vous dire, ce qu'on fait, c'est que dans un premier temps, c'est un journaliste qui écrit un manifeste. Mais avant lui, avant ce journaliste, il y a eu les premières vagues de colonisation des étudiants, dont les étudiants qu'on appelle les Armands de Sion, les étudiants qu'on appelle les Armands de Sion en Russie, qui ont commencé les premières vagues de colonisation. C'est-à-dire en 1882, ces gars-là, c'est-à-dire ces Armands de Sion, c'est-à-dire ces étudiants-là, avaient déjà commencé la colonisation. C'est-à-dire une vague de colonisation, ils ont commencé à rentrer. Et ce n'est qu'en 1896 que, par exemple, S, journaliste politicien, va écrire un manifeste qui va défendre une thèse sur la création d'un État juif. Et en 1897, un an plus tard, il va donc organiser une très grande conférence pour la création d'un État juif. Et c'est comme ça qu'ils vont réfléchir sur la stratégie, la procédure. Déjà, dans un premier temps, ils commencent par la création d'une banque. Et cette banque va permettre d'acheter des terres en Palestine. Et dans un premier temps, ils négocient pour avoir, dans un premier temps, un foyer juif. Pas un pays, pas un État, un foyer juif en Palestine. Mais d'où vient-il qu'un peuple, se disant soit le peuple de Dieu, se lève un matin pour commencer à dire qu'ils veulent créer un pays, ils veulent créer, et qu'ils ont eu des révélations et tout ça? Rentrons un peu dans la Bible, comprendre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des passages qui attestent cela dans la Bible ou dans la Torah, qui est le livre des Juifs, livre de la religion juive? Donc, pour ceux qui sont chrétiens aujourd'hui, la Torah, c'est le livre saint des Juifs. C'est-à-dire tout l'Ancien Testament fait partie de la Torah. Bon, ils ont pris l'Ancien Testament. Bon, vous savez que la Bible est divisée en deux grandes parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc l'Ancien Testament parle de la vie avant Jésus-Christ, de l'annonce de la venue de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament va venir parler, par exemple, beaucoup plus de nouvelles lois instaurées par le Christ. C'est-à-dire de la vie de Jésus-Christ lorsqu'il commence son ministère. Alors, donc voilà par exemple, et la Bible hébraïque, qu'on appelle la Torah, écrite entre 640 et 609 avant Jésus-Christ, raconte l'histoire de la famille d'Abraham et d'Aaron. Souvenez-vous, Abraham, non, pas Aaron, Abraham, la famille d'Abraham. À ce dernier, Dieu promet une descendance nombreuse et dit un jour, n'oubliez pas, qui est Abraham? Abraham est
c'est-à-dire c'est un juif qui est né, bon en fait c'est un hébreu, je dis comme ça, qui est né dans une famille où il y avait de l'animisme. Ils avaient plusieurs dieux auxquels ils croyaient. Et Abraham est celui à qui Dieu va se manifester, à qui Dieu va parler. Et vous voyez par exemple, Abraham a passé sa vie avec sa femme Sarah. Et il n'avait pas d'enfant. Et la Bible nous relate qu'elle a eu l'enfant à un âge très avancé. On nous raconte souvent, on nous dit souvent que c'est autour de 80 ans. Vous vous souvenez? Et Abraham va avoir au total 2 enfants. Un enfant, le premier enfant qu'il aura, ce sera avec sa servante. Parce qu'à l'époque, étant donné que sa femme n'arrivait pas, Sarah n'arrive pas à avoir d'enfant, elle va autoriser son mari Abraham à avoir un enfant avec sa servante. Et dans leur principe, dans leur tradition, lorsqu'une femme qui est mariée n'arrive pas à avoir d'enfant, elle peut autoriser son mari à avoir un enfant avec une autre femme. Mais lorsque cet enfant, pour que l'enfant soit l'enfant de la mère, de la propriété de la femme du mari, de l'homme, il fallait que la femme qui est enceinte, celle qui porte le bébé, puisse accoucher sur les pieds de sa mère, de la mère, de la femme de l'homme qui va avoir l'enfant. Et là, l'enfant va appartenir à cette dame-là. Je précise bien que la servante devait accoucher donc sur les pieds de Sarah pour que l'enfant puisse appartenir à Sarah. C'est ça la tradition chez eux là-bas. Et Abraham va donc laisser sa famille et il va suivre les missions que Dieu va lui... Il va d'abord détruire les idoles. Il va fuir sa famille. Et il va aller s'installer avec sa femme Sarah et ses serviteurs. Donc, tout cela est inscrit dans la Torah. Et on vous dit que la Torah est un livre qui a été écrit en 640, entre 640 et 609 avant Jésus-Christ. Avant la naissance de Jésus-Christ. Et voici ce que Dieu dit dans la Genèse, chapitre 17, verset 8. Donc vous pouvez, ceux qui ont la Bible, vous pouvez regarder à l'intérieur. Et je donnerai à toi et à ta postérité la terre et des pérégrinations, toute la terre de Canaan comme possession indéfinie. Voilà ce que Dieu promet au peuple, Abraham. Bon, on pourra se poser des questions là-dessus parce que, n'oubliez pas, si le Dieu promet, fait une telle promesse à Abraham, souvenez-vous, dans la Bible encore, on nous parle de Moïse. Moïse qui va prendre le peuple d'Israël qui est en captivité en Égypte pour sortir et traverser la mer Rouge à pied. Souvenez-vous de cette histoire-là. Le peuple d'Israël est délivré, le peuple de Dieu, le peuple juif est délivré des griffes de Pharaon, c'est-à-dire en Égypte. Voilà une première délivrance. Et ils vont se diriger vers la terre promise. D'où vient-il alors que dans les années 1900, 1800, quelque chose, 1900, le peuple, c'est-à-dire un soi-disant peuple d'Israël veut encore s'installer quelque part en disant que c'est Dieu qui leur avait promis. Or, la promesse n'avait-elle pas été remplie par Moïse? Continuons un peu, continuons. On va voir dans la suite.